Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans cette édition d'information. Nous sommes le 2 décembre 2024. Dans l'actualité ce soir, retour de 149 compatriotes en provenance d'Algérie, parmi eux des nourrissons apparemment marqués par les tracasseries de la migration. Pour maintenir le pont aérien, le ministre des Affaires étrangères est allé accueillir ces Guinéens. Depuis le 1er novembre de chaque année, le monde célèbre la journée mondiale du sida, 36e du genre cette année. Le thème retenu est suivant le chemin des droits, une journée couplée à la campagne de don de sang. Enfin, rétro 2024 dans le volet économie, malgré un contexte caractérisé par une croissance modérée dans les grands pays, relativement faible dans la sous-région ouest-africaine, l'économie guinéenne a poursuivi sa résilience et renforcé sa croissance. Cette performance est essentiellement tirée par le secteur minier. Voilà pour le sommaire. Encore une fois, bonsoir à tous. Tout d'abord, douleur et consternation en Guinée avec ces incidents qui ont émaillé hier la finale du tournoi de football à Nzérékouré. Des incidents qui ont entraîné malheureusement une bousculade au sein de la foule des supporters venus suivre la rencontre avec des pertes en vie humaine et des blessés graves. Le gouvernement compatit à la douleur des familles des victimes et apporte son soutien aux blessés. Voici à ce propos le communiqué du gouvernement lu par le ministre de l'Information et de la Communication, Fana Souma. Communiqué numéro 1 du gouvernement guinéen. Le gouvernement guinéen exprime sa profonde tristesse suite au tragique événement survenu le dimanche, le 1er décembre 2024, au stade du 3 avril de Nzérékouré lors de la finale d'une compétition de football opposant l'équipe de l'Abbé et celle de Nzérékouré. Traditionnellement, le sport est une occasion de promouvoir l'unité nationale et la cohésion sociale. Cependant, les manifestations de mécontentement vis-à-vis des décisions arbitrales ont entraîné des jets de pierre de la part des supporters, provoquant des bousculades mortelles. Les services hospitaliers font état d'un bilan provisoire de 56 morts et plusieurs blessés. Au nom du président de la République, chef de l'État, le général Mamadi Doumbouya, le gouvernement guinéen rend hommage aux victimes et présente ses condoléances aux familles endeuillées. Il souhaite également un bon rétablissement aux blessés dont la prise en charge est garantie par l'État. Les services publics s'engagent à accompagner les familles endeuillées, y compris un soutien psychomédical aux blessés. Le gouvernement guinéen assure la population que des enquêtes sérieuses seront menées pour établir les responsabilités liées à ce malheureux événement. Le sport doit être un vecteur de paix et de fraternité. Cependant, les autorités administratives et morales locales, ainsi que les populations, sont appelées à prendre toutes les mesures nécessaires pour préserver le calme et les fondamentaux du vivre ensemble. Le gouvernement guinéen. Depuis ce décret de 2024-05-0250 PRG CNRD SGG portant déclaration de deuil national, le président de la République, vu la charte de la transition, décrète, article 1er, à compter du mardi 3 décembre 2024 à 0h, un deuil national de 3 jours est décrété sur toute l'étendue du territoire national en hommage aux victimes de l'incident survenu au stade du 3 avril de Nzérékouré à l'occasion de la finale de la compétition ayant opposé l'équipe de l'Abbé à celle de Nzérékouré. Le drapeau national sera en berne pendant cette période sur l'ensemble du territoire national et dans les représentations diplomatiques et consulaires de la République de Guinée. Article 2. Le présent décret prend effet à compter de la date de sa signature, sera enregistré et publié au journal officiel de la République. Conakry, le 2 décembre 2024, général Mamadi Doumbouya.
Restons toujours sur ce dossier. Une importante délégation du gouvernement était ce jeudi à Nzirikouri, conduite par le Premier ministre, chef du gouvernement, Amadou Riba. Cette délégation est allée présenter les condoléances au nom du chef de l'État, général Mamadi Doumbouya. Nous y reviendrons. Et puis la haute autorité de la communication HAC a pris avec une profonde tristesse le dénouement malheureux de la finale du tournoi de football du dimanche 1er décembre 2024 à Nzirikouri. Elle présente ses condoléances aux familles éplorées et souhaite prompt rétablissement aux blessés en ces moments difficiles. Eu égard à l'impact social de cette circonstance, la HAC demande aux journalistes plus de responsabilité et de professionnalisme dans le traitement de cet événement douloureux qui afflige toute la nation guinéenne. Dans le reste de l'actualité, tout d'abord, cette feuille d'audience au Conseil national de la transition, Dr Dansa Kourouma, a reçu une délégation du Parlement de la francophonie invitée par le président du législatif de la transition pour un appui à l'élaboration des textes organiques liés à l'avant-projet de la nouvelle constitution. La francophonie compte également apporter son expertise à la formation du personnel de l'administration parlementaire. Robert Siditono. C'est une mission de l'Assemblée parlementaire de la francophonie qui séjourne à Conakry il y a quelques jours. Au Conseil national de la transition, la délégation confère avec le président Dr Dansa Kourouma. Ces échanges ont permis à ces deux parties de se pencher sur l'appui à la formation et à l'élaboration des tests organiques en Guinée. Au cours de cette rencontre, le Parlement de la francophonie, à travers sa délégation, a rassuré le président du CNT de sa ferme volonté d'accompagner l'organe législatif de la transition dans plusieurs domaines dans le but de la réussite de la transition en cours en Guinée. Le président du CNT a accueilli avec beaucoup de joie et de ferveur cette mission de l'APF que lui-même il a sollicité et il était très heureux en tout cas de cette mission de l'APF et que l'APF ait fait droit à sa demande et il nous a en tout cas rassuré du soutien du CNT à nous accompagner à réussir cette mission pour utiliser ces termes afin que la mission soit visible, lisible et impactante pour le peuple de Guinée. En réponse à cette démarche, le président du CNT s'est réjoui de ces différents engagements pris par la francophonie en faveur de la Guinée. Dr Dansa Kourouma a sollicité auprès de ses hôtes une franche collaboration dans le but de renforcer les liens d'amitié et de coopération entre les deux institutions. La mission va poursuivre ces séries de rencontres avec d'autres acteurs sociopolitiques du pays. Retour de 149 compatriotes en provenance d'Algérie, parmi eux des nourrissons apparemment marqués par les tracasseries de la migration pour maintenir le pont aérien. Le ministre des Affaires étrangères est allé accueillir ces Guinéens, une opération soutenue par les partenaires opérationnels comme l'OIM. Makeme Donzo. À bord de cet avion floqué Air Algérie se trouvent 149 Guinéens, jeunes, femmes et enfants. Après avoir affronté les affres du désert et les périples d'une immigration incertaine, ils sont de retour au bercail. Le chef de l'État, le général Mamadi Doumbouya, a entendu leurs cris de cœur et facilite leur rapatriement. À l'image de ce bébé qui a perdu son père dans cette aventure ambiguë, beaucoup d'autres ont perdu des proches et leur temps. On a eu des souffrances là-bas, telles qu'on nous battit, on ne nous donne pas de manger, ni boire, donc on est fatigué là-bas, on n'a pas où dormir, où aller, donc on a choisi de venir au pays. On a vu que c'est ici le bon choix. Vous voyez cet enfant, il a perdu son père à l'aventure. Maintenant, c'est la maman qui est là. Ils sont partis pour l'aventure hasardeuse. Et ça finit par la mort tragique d'un de nos compatriotes qui laisse une orpheline. Mais je dois vous dire que sous le régime du général Mamadi Doumbouya, il n'y a plus d'orphelins en Guinée. Les orphelins ont pour père et mère le président de la République, la nation guinéenne. Ce que je voudrais vous dire, j'ai une seule question à vous poser, une seule, et je la pose à tout le monde. Vous avez lancé
le SOS au chef de l'État pour qu'il vienne chercher ses compatriotes dans le désert. La question que nous vous posons ce matin, entre ici et là-bas, qu'est-ce qui est bien? Entre là-bas et votre pays, qu'est-ce qui est bien? Alors, vous êtes chez vous, vous êtes libre, vous pouvez sortir à n'importe quelle heure, vous promenez. Au ministère des Affaires étrangères, le calendrier est bousculé et les audiences annulées. Le chef de la diplomatie guinéenne accorde la priorité à l'accueil de ses compatriotes. Vous arrivez au bon moment parce que le président a gardé pour vous et pour le peuple de Guinée le méga programme qu'on appelle Simandou 2040. Simandou 2040 n'est pas un projet minier. Simandou 2040, c'est la vision du chef de l'État pour son pays, la Guinée. Les bras valides que vous êtes, en vous voyant descendre de l'avion, j'ai dit Dieu merci. Dieu nous ramène nos bras valides. Dieu nous ramène nos ouvriers. Dieu nous ramène nos savants. C'est vous. Le pays a besoin de vous, votre patrie a besoin de vous et vous êtes ici. Vous êtes ici par la volonté et le courage du chef de l'État qui allait vous chercher. Ne vous y trompez pas. Ne vous y trompez pas. Que personne ne vous trompe face à votre nation. Vous êtes là, chez vous. Vous êtes sur le même pied d'égalité que le général Mamadi Doumbouya ici. Mais pour mériter cela, pour mériter d'être sur le même pied d'égalité que le général Mamadi Doumbouya ici, vous devez avoir la même vision que lui pour le pays. Vous devez avoir le même engagement que lui pour ce pays. Cette opération s'inscrit dans le cadre du maintien du pont aérien établi par le président de la République, le général d'armée Mamadi Doumbouya. Depuis l'épisode tunisien, beaucoup de Guinéens qui ont eu une mauvaise expérience de l'aventure désirent rentrer au pays. Enjeu défi lié à l'immigration et au processus de retour de la réintégration des migrants guinéens, la problématique en débat en France. L'alternative Solidarité Immigration et l'ambassade de Guinée en France accompagnent l'exercice. Plusieurs projets et programmes sont annoncés pour une immigration réussie. Tcherno Maroufba commente les images de Mohamed Souma. Alternative Solidarité Immigration, comme son nom l'indique, elle se veut une plateforme d'identification des défis liés à l'épineux processus d'immigration, surtout la réinsertion économique et sociale des migrants. Nous avons aujourd'hui des projets phares qui pourront aider les migrants en situation de difficulté, notamment soit à rentrer ou qui sont déjà sur le territoire. Mais nous essayons tout de même d'apporter quelques innovations à cet existant-là, afin que nous puissions participer pleinement à l'intégration de ces migrants de retour au pays. L'ambassade de Guinée en France et d'autres partenaires impliqués dans ce processus accompagnent l'alternative Solidarité Immigration dans cette opération. Informer, sensibiliser nos communautés sur les enjeux, surtout de l'immigration irrégulière d'une part, et apporter des solutions concluantes qui visent au retour volontaire des migrants ici qui veulent repartir en Guinée notamment. Son Excellence, Monsieur le Président de la République, a permis vraiment de rapatrier un nombre important, n'est-ce pas, de nos migrants en Tunisie, au Soudan, en Égypte et tout dernièrement de l'Algérie. Non seulement d'aider leur retour de manière digne, mais aussi leur permettre vraiment de s'insérer de manière professionnelle au sein de notre pays. La rencontre a permis également de définir les programmes de ce nouveau projet. Cette initiative s'inscrit en droite ligne des priorités des autorités du CNRD, celle de soutenir les actions de la diaspora et d'accompagner le retour volontaire des migrants guinéens.
Comme annoncé dans les titres, le 1er décembre de chaque année, le monde célèbre la journée mondiale du sida, 36e du genre. Cette année, le thème retenu est suivant le chemin des droits, une journée couplée à la campagne de don de sang, occasion pour le gouvernement de réaffirmer la volonté du chef de l'État d'accompagner les personnes vivant avec cette maladie. Hadi Kamara. La journée mondiale de lutte contre le sida est organisée chaque 1er décembre. En Guinée, l'événement mobilise organismes étatiques, ONG, partenaires techniques et financiers, associations des personnes vivant avec le VIH-Sida, bref, tous les acteurs évoluant dans la lutte contre le VIH-Sida en Guinée. Malgré ces chiffres élevés, force est de reconnaître qu'il y a eu des avancées majeures dans la réponse au VIH-Sida dans notre pays, notamment la mise sous traitement antirétroviral de plus de 93 000 personnes vivant avec VIH au premier semestre 2024 contre 88 000 en 2023, soit 70% sous ARV. Également, le nombre de décès imputables au VIH est passé de 5 069 en 2013 à 4 423 en 2023. Ce thème nous interpelle tous. Nous devons poursuivre et de renforcer la mise en œuvre des interventions en faveur du respect des droits humains ainsi que de la réduction, voire de l'élimination de la discrimination et de la stigmatisation. En ma qualité de ministre de la Santé et de l'Hygiène publique et vice-président du Comité national de lutte contre le VIH, je veillerai personnellement sur la qualité des services VIH dans le strict respect des droits humains, sans aucune forme de discrimination ou de stigmatisation. Suivons le chemin des droits. C'est un thème d'actualité, un appel à l'action pour soutenir les communautés dans leurs droits de leadership. Le choix porté sur la ville de Conakry n'est pas un hasard, car les dernières études ont montré que la capitale Conakry reste la plus touchée par le VIH à cause de son caractère cosmopolite, avec un taux de séroprévalence de 2,1 contre 1,5 sur le plan national. À titre illustratif, l'OMS a soutenu la Guinée dans l'élaboration de cadres normatifs innovants tels que la prophylaxie pré-exposition et la démédicalisation des services, tout en garantissant la qualité des interventions. L'UNICEF a appuyé le diagnostic précoce chez plus de 4000 enfants et l'intégration de la prévention de la transmission mère-enfant dans 30 structures sanitaires. Les actions qui visent à lutter contre le VIH-Sida sont constantes à travers les campagnes de sensibilisation, les causeries éducatives et les informations sur le terrain. Et cela implique une mobilisation des ressources nécessaires. La lutte contre le VIH-Sida est d'abord une responsabilité personnelle. Chacun de nous doit prendre conscience que sauver sa propre vie est un impératif. Nous ne vivons pas pour quelqu'un d'autre, mais c'est aussi un devoir collectif, car en sauvant notre vie, nous contribuons à protéger celle des autres et à garantir un avenir meilleur pour de nouvelles générations. Durant ce mois de décembre, plusieurs activités sont prévues dédiées à la promotion du leadership, des droits humains et des actions de réduction des inégalités à travers le pays. À cela viennent se greffer les actions de plaidoyer en vue d'augmenter les financements nationaux et internationaux en faveur de la lutte contre le VIH-Sida en Guinée. Pour faire reculer le taux de cette pandémie en Guinée, les autorités misent sur la sensibilisation au port à conteneurs de Conakry, les travailleurs à l'écoute des professionnels de la santé, les personnes vivant avec le virus. Au cours des échanges, ces employés ont non seulement mesuré la menace qui constitue cette maladie, mais aussi compris les différentes méthodes de prévention. Samara Tolo. Au terminal à conteneurs de Conakry, un seul sujet alimente les causeries en cette matinée de début du mois de décembre. Le VIH-Sida.
les spécialistes de la santé sont venus partager avec les travailleurs les différentes méthodes de prévention contre cette pandémie du siècle. On l'organise dans le cadre de l'entreprise et parce qu'on est soucieux de la santé de nos collaborateurs, de la santé de tous, mais ça va en fait au-delà de la santé dans l'entreprise. Vous êtes tous en situation professionnelle, vous êtes tous avec des familles avec quelquefois des jeunes enfants, des enfants un peu plus grands, des étudiants, des gens qui comptent sur nous. Il faut qu'on puisse rester au travail, il faut qu'on puisse rester en santé, il faut qu'on puisse s'occuper de nos proches et de nos familles. Aux côtés de ces professionnels de santé pour la vulgarisation de ces méthodes de prévention du VIH-Sida, les personnes vivant avec le virus et les artistes comédiens. En tant que femme aujourd'hui, c'est un grand soulagement de voir qu'il y ait autant d'engouement vraiment pour lutter contre le sida. Il y a eu le partage des préservatifs, hommes comme pour femmes. Aujourd'hui, la plupart des gens ne connaissent pas vraiment comment utiliser le préservatif des femmes. Et M. Diaoné l'a bien expliqué. Et vraiment, c'est un grand événement. Nous retenons un grand message sur la maladie, à savoir comment elle se transmet, comment on peut se prémunir contre elle. Et comment aussi, si on est atteint, comment est-ce qu'il faut aussi se conduire. Durant tout le mois de décembre, d'ailleurs dédié à la lutte contre cette pandémie, les séances de sensibilisation sur les mesures de prévention et de prise en charge seront organisées à travers le pays. Les membres du conseil d'administration du fonds d'entretien routier en conclave pour la 37e session extraordinaire. Il était question de présenter les résultats de l'étude portant sur la réalisation de 4 ouvrages à péage et paysage sur les routes nationales 1, 4 et 6. Les conseillers ont approuvé à l'unanimité ce projet ambitieux qui va révolutionner le réseau routier guinéen. C'est le ministre des Infrastructures et des Travaux publics qui a présidé la rencontre. Komara Moussa. Afin de répondre aux besoins des différents usagers, le ministère des Travaux publics, à travers le fonds d'entretien routier, espère changer de paradigme. Il s'agit de la construction des postes de péage et de paysage en Guinée. À cette 37e session extraordinaire du conseil d'administration, les études de faisabilité réalisées par la société française ZEA sont présentées. Nous avons tout d'abord étudié la nature du trafic sur quelques routes que nous avons conseillées, la RN1, la RN4, la RN6. Nous avons ensuite fait des hypothèses basses, médium, haute en fonction de l'investissement. Le programme est ambitieux et va apporter une révolution sur le réseau routier guinéen très vétuste. Ces postes de péage et paysage seront réalisés dans un premier temps sur la route nationale numéro 1, numéro 4 et 6. Le fonds d'entretien routier est une institution financière et toute institution financière a pour vocation d'augmenter sa capacité de financement. Et donc au niveau du fonds d'entretien routier, l'installation de ces postes de péage permettra au FER de diversifier ses postes de ressources et qui lui permettra de financer non seulement l'entretien routier, mais l'investissement routier en République de Guinée. Nos félicitations vraiment vont à la direction générale du FER pour commencer la réflexion déjà, pour essayer de diversifier les sources de financement, pour qu'on ait des routes de meilleure qualité. Tant que nos routes resteront financées sur le business national, la qualité même de ces routes resteront à désirer. Mais lorsque les financements seront privés, le niveau d'exigence est encore beaucoup plus élevé. Le financement de ces ouvrages modernes va coûter environ 32 millions d'euros. Une banque de la place va assumer en contrepartie des recettes de péage. Cette session ne se limite pas à la présentation unique de cette étude. Elle présente également une occasion de poser les bases d'une gestion innovante et durable de nos infrastructures routières. Le projet est séduisant et les membres du conseil d'administration n'ont pas tardé de le valider. Sa réalisation viendra renforcer celui de Tanene, dont l'ouverture de la voie au public est prévue dans les prochains jours.
En déplacement à Dinguira et la chef de cabinet du ministère de l'Information et de la Communication visite les installations de la radio rurale et du site de diffusion de la radio-télévision guinéenne, accompagnée de la directrice générale de la RTG, Adel Camara, encourage les agents et passe le message de détermination des autorités quant à la couverture de l'ensemble du territoire national. Ibrahim Oulem Foufana. À Dinguiraï, la radio rurale locale reçoit la chef de cabinet du ministère de l'Information et de la Communication, accompagnée des travailleurs de la RTG. Dans ces studios, la chef de cabinet et la directrice générale de la RTG en émission pour comprendre davantage le fonctionnement des équipements. Une visite qui va en droite ligne de l'ambition du ministre de l'Information et de la Communication dans sa politique de restauration des médias du service public. M. Fana Souma a pris fonction avec une vision bien claire, celle de couvrir le territoire national par les zones des médias de service public, la radio, la télé, mais aussi la presse écrite, comme le souhaite le président de la République, le général d'armée Mamadi Doumbouya. Aujourd'hui, le territoire est couvert en radio et en télé à plus de 60%. Nous sommes venus constater de visu les conditions de travail de nos agents sur le terrain. À la radio rurale, les cadres évoluent très bien dans des conditions de travail plus ou moins acceptables. Le département de la communication est en train de beaucoup faire pour que les 36 stations de la radio rurale de Guinée puissent travailler à 100%. C'est une visite qui s'est élargie au site de diffusion de Dinguiraï. Ici aussi, tout comme la radio rurale, le problème d'équipement, notamment d'émetteurs, se pose. Pour la radio nationale, les équipements sont là, c'est l'émetteur qu'on n'en a pas. Depuis 2014, Dinguiraï est en manque de radio nationale ici. La radio rurale, en tout cas, ça marche. La chef de cabinet du ministère de l'Information et de la Communication quitte ses services publics mieux imprégnés du fonctionnement de la radio rurale et du centre de diffusion. À la radio rurale, par exemple, l'équipe multiplie des initiatives personnelles de formation, de restauration des locaux et surtout de mobilisation de recettes. Appui à la mobilisation des ressources intérieures et au corps de contrôle, la Guinée déroule ce programme avec l'accompagnement de l'Union européenne et l'Agence française de développement. Les acteurs impliqués viennent de sortir du 3e comité de pilotage. Plusieurs recommandations ont été faites. Tcherno Maroufba, Mohamed Seyar Souma. Programme d'appui à la mobilisation des ressources intérieures et au corps de contrôle. Tenu du 3e comité de pilotage. Les participants ont discuté de l'état d'avancement du plan de travail budgétisé annuel 2024, de la mise en œuvre des décisions issues du précédent comité de pilotage. Malgré des progrès enregistrés, toutes les structures bénéficiaires ont émis des sollicitations auprès des partenaires d'appui. Il était tout à fait normal que nous revenions vers le comité de pilotage pour leur présenter l'état de mise en œuvre de ces activités-là. Ensuite, leur demander aussi l'aval par rapport à la prévision des activités pour l'année 2025. C'est ce qui a été fait ce soir. Nous avions aussi d'autres requêtes ou demandes de nos partenaires bénéficiaires qu'on devrait soumettre au COPIL pour validation pour pouvoir continuer de les appuyer dans le cadre de ce programme-là. Les résultats obtenus indiquent un niveau d'exécution de 90% des actions prévues pour 2024. Les 10% restants vont s'ajouter aux objectifs de l'année suivante. On veut avoir les résultats à 100% pour l'année prochaine. Tous les 10% là qu'on n'a pas pu achever cette année, on doit tout faire pour les achever l'année prochaine. Et en plus, faire d'autres nouvelles actions qui renforcent la mobilisation des recettes, mais aussi les sécurisent à travers les corps de contrôle des finances publiques. Par ailleurs, le plan de travail budgétisé annuel 2025 a été validé, marquant une nouvelle étape dans le renforcement des capacités de mobilisation des ressources et des corps de contrôle en Guinée. Lancement officiel de l'emprunt obligatoire 2024-2030, c'est une initiative du ministère de l'économie et des finances en collaboration avec Afriland First Bank Guinée. Le montant minimum de souscription s'élève à 5 millions de francs guinéens. Les fonds levés seront utilisés pour financer des projets dans les secteurs comme l'agriculture, l'éducation, le transport et les technologies ainsi que la santé. Ali Badra Kondé.
C'est parti avec le lancement officiel de l'emprunt obligataire 2024-2030. C'est une initiative du ministère de l'économie et des finances en collaboration avec Afriland First Bank. L'emprunt obligataire est une solution de financement par laquelle l'État et des banques émettent dans des obligations achetées par des investisseurs. Ces derniers reçoivent des intérêts périodiques et le capital investi remboursé à une date fixée. L'emprunt obligataire 2024 dont il est question aujourd'hui consiste à la mobilisation de 2000 milliards de francs guinéens sur le plan national avec un taux d'intérêt annuel très flatteur de 12,5% et cela affranchi de toute taxe et impôts sur une durée de 6 ans. Le remboursement du capital et des intérêts se fera annuellement à partir de la deuxième année. Le montant minimum de souscription est de 5 millions et les souscriptions sont ouvertes dans toutes les banques de la place. Soucieux d'appuyer les efforts déployés dans le cadre de la lutte contre la pauvreté et pour faire face à l'amélioration des infrastructures, Monsieur le ministre de l'Économie et des Finances s'est proposé d'émettre la présente opération d'emprunt obligataire dont les ressources serviront à financer les investissements. Il y a lieu de souligner que face à l'accroissement des besoins de financement de l'État, recourir à la diversification des sources de financement pour la mise en œuvre de la politique socio-économique initiée par le gouvernement devient un impératif. Cet emprunt obligataire est garanti par l'État à travers les ministères des Finances, du budget de la Banque centrale. Les fonds levés seront utilisés pour financer des projets dans des secteurs comme l'agriculture, l'éducation, le transport, la technologie ainsi que la santé. Au nom de Dr Karamo Kaba, en sa qualité de gouverneur de la Banque centrale de la République de Guinée et garant de la régularité de la dite opération, que toutes les dispositions légales et réglementaires ont été respectées à la fois par l'émetteur et l'arrangeur. C'est à ceci titre que le ministère de l'Économie et des Finances, organe émetteur de l'emprunt obligataire, a sollicité et obtenu de la Banque centrale le visa numéro 04 EO 2024 dans le cadre de la présente opération. Pour répondre aux exigences de refondation de l'État, en cohérence avec la vision Simandou 2040, le gouvernement guinéen s'est proposé d'émettre les emprunts obligataires destinés à financer les secteurs clés de développement tels que l'agriculture, l'éducation, la santé et les infrastructures. Sa mise en œuvre créera des conditions favorables à la croissance économique, ce qui aboutira à l'amélioration des conditions de vie de nos concitoyennes. Pour cet emprunt obligataire, le taux d'intérêt est de 12,5% par an sur le capital investi et sur une période de 6 ans. Tous les acteurs de l'économie guinéenne et les Guinéens de la diaspora peuvent librement souscrire à partir de 5 millions de francs guinéens afin de participer au développement du pays tout en obtenant un revenu sur leur montant. Vous l'avez compris, c'était plutôt le lancement de l'emprunt obligataire 2024-2030. Lancement ce jeudi des activités de la Semaine nationale de la lutte contre la corruption à Kindia. Il s'agit d'une campagne de sensibilisation sur ses conséquences au sein des services publics de l'État. Elles vont se poursuivre jusqu'au 9 décembre prochain, date retenue pour la journée mondiale de lutte contre la corruption. Cette année, l'accent sera mis sur le secteur de la santé. La région administrative de Kindia a l'honneur pour le lancement de la Semaine nationale de lutte contre la corruption. C'est le démarrage des journées d'information et de sensibilisation sur les méfaits de ce fléau au sein des différents services de l'État, initié par le secrétariat exécutif de l'Agence nationale de lutte contre la corruption et de promotion de la bonne gouvernance ANLC. Elles doivent se tenir dans des hôpitaux régionaux en prélude à la journée internationale de lutte contre la corruption célébrée dans le monde
surtout le 9 décembre. Nous, au lieu de nous focaliser sur un seul jour, le 9, nous avons préféré consacrer carrément une semaine à des campagnes d'information et de sensibilisation de nos populations et des acteurs de la vie civile et économique surtout du pays, aux dangers liés à ces fléaux qui gangrènent l'économie du pays. En Guinée, cette année, l'ANLC a choisi le domaine de la santé pour sensibiliser le corps médical sur les conséquences de la corruption pouvant compromettre l'accès des patients aux soins médicaux, mais aussi le bon fonctionnement des structures hospitalières. Ce qu'on ne connaissait pas, on vient de le connaître. Ça nous permet de redoubler de l'effort. Avec tout ce qu'on nous a dit ici, on va redoubler de l'effort pour lutter contre ces corruptions et tout. Des pots de vin, les dessous de table, la surfacturation, la délivrance de faux documents de visite et contre-visite, les cliniques et pharmacies clandestines sont quelques manifestations de la corruption qui ont concentré l'essentiel de cette journée ici à l'hôpital régional. Au-delà de cette semaine dédiée à la journée mondiale de la sensibilisation de l'anticorruption, nous, autorités, nous en faisons à notre cheval de bataille pour continuer ou démultiplier ces sensibilisations auprès des médecins et auprès des autres couches afin que les populations se sentent dans les bonnes mains. En fin de journée, l'équipe de l'Agence nationale de lutte contre la corruption a visité quelques chantiers de l'hôpital et l'école régionale de la santé afin de s'assurer de l'effectivité des travaux et échanger sur les formes de corruption avec les étudiants conformément aux objectifs de la Semaine nationale de lutte contre la corruption. Justice, la Chambre de jugement rend sa décision dans l'affaire ministère public contre Amadou Damaro Camara et compagnie. Au terme des débats, la CRIEF condamne l'ancien président de l'Assemblée nationale à 4 ans de prison et 5 ans pour Michel Kamano, ancien questeur de la même législature en fuite. Par contre, Djenab Camara, ancienne parlementaire, rentre à la maison. Compte rendu d'audience, Tierno Younoussaba. Fin des ennuis judiciaires pour Djenab Camara. La CRIEF n'a pas reconnu l'ancienne parlementaire coupable des faits de détournement, de corruption, de prise d'intérêt et les renvoyé des fins de la poursuite. Contrairement à elle, l'ancien président du Parlement, Amadou Damaro Camara, et Michel Kamano, aussi anciens membres de l'ancienne législature, sont retenus dans les liens de la culpabilité et écopent des peines de prison. Nous, c'est un sentiment de satisfaction pour le ministère public au niveau de la CRIEF parce que simplement, nous avons estimé que les faits que nous avons développés devant la Cour étaient des faits qui sont vraiment en rapport avec nos textes. Le détournement de deniers publics, il est avéré et les faits de corruption également, il est avéré. Et nous avons demandé 5 ans et la Cour a compressé et a ramené à 4 ans d'emprisonnement pour Amadou Damaro Camara et 5 ans pour Michel Kamano. Amadou Damaro Camara et Michel Kamano sont donc condamnés pour corruption, blanchiment des capitaux et autres. L'avocat de Damaro fait déjà appel contre la décision. En réalité, il devait rentrer libre et relaxé de tous ces chefs de prévention pour lesquels il était poursuivi. Si c'est au regard des éléments du dossier. De quoi il s'agit? Mais on ne doit pas plaider et rendre des décisions en dehors du dossier. Et nous saurons faire dire le droit dans cette procédure en cause d'appel. Jun Sheng alias Kim, dont la société avait le marché de la construction de la clôture du siège de l'Assemblée, est condamné à 1 an de prison assorti des sursis et au paiement de 10 millions d'amendes tout comme Damaro. Quant à Michel Kamano, la chambre de jugement décernait un mandat d'arrêt contre lui et la confiscation de ses biens faisant l'objet de saisie. L'ancien questeur doit payer 4 milliards d'amendes. Amadou Damaro Camara, Michel Kamano et Kim sont aussi solidairement condamnés au paiement de 5 milliards à l'État pour dommages et intérêts. Appuyé à la mobilisation des ressources intérieures et au corps de contrôle, le processus est lancé également à Kindia. L'idée est de disséminer les outils pour une appropriation et application de la nomenclature budgétaire des collectivités locales et guides de contrôle. Alphaïsi Agaba, Fanalabaya Kamara. Réforme juridique, administrative et institutionnelle pour élargir l'assiette fiscale et accroître la capacité des collectivités locales dans la mobilisation des ressources internes. Voilà la toile de fond de cette rencontre de Kindia. Lorsqu'il est question de former la base, il s'agit d'abord de former les formateurs qui vont à la base au niveau déconcentré pour rendre viables les outils de travail de ces administrateurs-là.
Et le code de collectivité, il a été détaillé enfin pour que le développement de notre cher pays soit réellement une réalité. Il faut s'intéresser au développement à la base. L'idée d'améliorer la mobilisation des ressources fiscales et non fiscales par les principales régies financières avec l'amélioration du contrôle de la gestion des finances publiques et de la transparence. Ce que nous attendons de cette rencontre comme résultat, nous voudrions bien que ces cadres qui seront formés puissent aller donner ces bonnes informations-là aux utilisateurs de cette nomenclature que sont les secrétaires généraux de communes et les receveurs des communes. C'est une amélioration dans nos façons de faire, surtout au niveau des collectivités. Auparavant, il s'agissait de faire des calculs à travers calculettes. Mais aujourd'hui, avec cette nouvelle nomenclature budgétaire, cela va nous permettre d'aller plus vite et être dans le délai dans l'élaboration du budget de la commune. Ainsi, élus locaux, cadres de l'administration décentralisée et des douanes sont aptes à élaborer des documents budgétaires, mobiliser les ressources financières, mais également lutter contre la fraude. À Farana, le projet AgriFarm vient de tenir son comité consultatif régional. La rencontre est annuelle et a pour objectif principal de partager avec les membres du comité le bilan de la mise en œuvre des activités programmées en 2024 et l'approbation de celles de 2025. Ibrahima Oulem Foufana, Noumoussou Diakité. À Farana, le projet agriculture familiale, résilience et marché AgriFarm est en session. C'est un projet qui a pour objectif global de contribuer à améliorer de manière durable la sécurité alimentaire et la situation nutritionnelle et les capacités de résilience aux crises des ménages ruraux des régions de Haute et Moyenne Guinée. Ici, il est temps de présenter le bilan de la mise en œuvre du PTBA, plan de travail et budget annuel. L'équipe projet ne peut pas connaître toutes les réalités du terrain, mais les services techniques qui sont convoqués, ils sont tout le temps sur le terrain, ils connaissent les opérateurs qui sont sur le terrain, ils connaissent les entreprises qui travaillent sur le terrain, ils connaissent la performance de ces entreprises et aussi les différents projets qui interviennent dans la zone du projet. Ils peuvent nous aider non seulement à identifier les doublons dans la planification des activités, mais aussi à proposer des stratégies ou des méthodes qui pourront nous permettre à être efficaces sur le terrain pour atteindre l'objectif du projet. Nous sommes en train vraiment de réaliser les activités à merveille. Et c'est ce qui est en train de se faire. Donc, comme on a fait l'exercice 2024, ce qui n'a pas pu être réalisé en 2024, nous nous projetons en 2025. Le bilan de la mise en œuvre du PTBA 2024 est présenté au comité consultatif régional avant de présenter le projet du plan de travail et budget annuel 2025 de la Haute-Guinée. Nous avons trouvé que les résultats sont très concluants et que c'est un projet qui peut apporter de plus à la vie des citoyens, à la vie des populations à la base. Le comité consultatif régional est sorti de cette réunion informé de l'état d'avancement de la mise en œuvre des recommandations. Présentation des résultats, conclusions et recommandations de l'analyse globale de la sécurité alimentaire et de la nutrition 2024 en Guinée. C'est une synergie programme alimentaire mondial, ministère du plan et de la coopération internationale. L'occasion était opportune pour présenter également le nouveau plan stratégique pays pour les 5 années à venir. Tabansila Aliketa. C'est un atelier qui présente les résultats de l'enquête sur l'analyse globale de la vulnérabilité de la sécurité alimentaire et de la nutrition, version 2024. Une enquête de terrain qui a touché plus de 10 000 ménages. Il est important de souligner que les statistiques constituent un socle de développement de notre pays. C'est dans cette optique que l'Institut national de la statistique, avec l'appui technique et financier du Programme alimentaire mondial, de la Banque mondiale à travers le projet FAJAO, a réalisé l'analyse globale de la vulnérabilité, de la sécurité alimentaire et de la nutrition. À l'effet d'alimenter en termes d'informations statistiques les instruments de mise en œuvre des politiques agricoles, alimentaires et nutritionnelles. À travers le ministère du Plan et de la coopération internationale, le gouvernement guinéen s'est engagé à réaliser des statistiques fiables sur la sécurité alimentaire pour tout le pays.
avec un budget prévisionnel 143 millions de dollars. Ce cadre stratégique vise à améliorer la nutrition, promouvoir l'éducation, soutenir les communautés les plus vulnérables et encourager des solutions durables pour atteindre l'objectif ultime, fin zéro. La rencontre a permis de présenter le nouveau plan stratégique pays qui détaille le cadre programmatique pour les opérations mises en œuvre par le PAM en Guinée durant la période 2024-2029. Permettez-moi de saluer le Programme alimentaire mondial en tant qu'agence des Nations Unies pour ses contributions remarquables en appui au gouvernement. Ces actions ne se limitent pas à répondre aux besoins immédiats. Elles soutiennent également la résistance des communautés et favorisent la durabilité à long terme. La rencontre a réuni les parties prenantes de la sécurité alimentaire et nutritionnelle, la primature, les ministères sectoriels, le Conseil national de la transition, ainsi que les partenaires donateurs du Programme alimentaire mondial en Guinée et le système des Nations Unies. À Mamou, après la saison des pluies, cadre, agent responsable du ministère de l'Environnement se concentre désormais sur le suivi de ce qui a été mis en terre. La chef du département s'est rendue à la tête de source du bassin Concouré où plusieurs hectares ont été restaurés il y a juste quelques mois. Les jeunes plants se portent bien et leur croissance est garantie par une surveillance quotidienne. Reportage sur les berges du Concouré, Mamadou Alpha Baldé. C'est sur ces hauteurs de Mamou, dans la sous-préfecture Concouré, que le fleuve Concouré prend sa source. Cette année, la campagne de reboisement a mis un accent particulier sur la protection du bassin. Quelques mois après les opérations de planting, le suivi et l'entretien des plantations demeurent le principal objectif des services techniques du ministère en charge de l'environnement. Donc à chaque fois qu'un reboisement est fini, pour pérenniser le site, pour pérenniser les plants, il faut forcément mettre en place un comité de veille et de suivi. Celui-ci est fait ici à Concouré il y a 1 mois et demi de cela, composé de 9 membres, dont 2 femmes. Après la mise en place du comité, donc nous nous sommes organisés à tour de rôle pour venir contrôler les plants et voir parfois des animaux si les baies ne sont pas là. Et si les baies par accident se présentent ici, on les chasse. Donc on s'est organisé à tour de rôle. Nous sommes 9 dans le comité et chaque personne passe une fois par jour pour venir contrôler. Des pare-feux au rhum manuel, toutes les opérations techniques permettant la croissance et la protection des plants sont effectuées. Ici, sur les 6 hectares reboisés, les essences sont entièrement locales. Nous sommes satisfaits quand même de voir que le suivi est réalisé par les services techniques du ministère de l'Environnement en association avec la communauté locale, car il est très important après le reboisement véritablement d'assurer l'entretien des plants et le suivi pour s'assurer que dans les années à venir que les arbres poussent vraiment pour protéger le fleuve Concouré qui est une richesse inestimable pour le peuple de Guinée. En marge de son séjour dans la ville Carrefour, Diami Diallo a au nom du chef de l'État rendu visite à la notabilité de la ville. Partout, des prières et bénédictions sont faites pour la paix et l'unité en Guinée. La politique nationale JAR 2, qui est en vigueur depuis plus de 5 ans, est en évaluation à Conakry, en ligne de mire, corriger les faiblesses pour la formulation de la politique nationale JAR 3. L'engagement du ministère de la promotion féminine et des responsables services JAR des ministères sectoriels est sans faille. Mohamed Do Kamara. La politique nationale du JAR 2 est évaluée par les acteurs de la promotion du JAR avant la mise en route de la politique nationale JAR 3 dans les jours à venir. Cet exercice d'évaluation vise à savoir les résultats atteints, connaître les obstacles et les faiblesses auxquelles s'est heurtée la PNG2. Le document qui vient d'être présenté, vraiment, c'est la synthèse de tout ce qui a été mis en œuvre, les difficultés rencontrées et les recommandations. Mais dans la nouvelle politique nationale JAR qui sera élaborée, il sera question vraiment de tenir compte des questions émergentes qui sont l'environnement, les crises et les pandémies, l'entrepreneuriat. La prochaine politique nationale du JAR prendra en compte
Les recommandations issues de cette rencontre et servira de boussole pour les acteurs de la promotion du genre. Cet atelier a vraiment permis pour nous, les PTF, encore de voir ce qui a été réalisé durant les 5 dernières années et voir qu'est-ce qu'on pourrait améliorer lors de l'élaboration de la politique nationale genre. Je suis rassuré que vous êtes arrivés dans la conclusion de vos travaux de 3 jours à d'importantes recommandations déroulées qui vont servir de boussole pour le consultant dans la formulation de la prochaine politique. La Guinée s'est dotée de sa première politique nationale du genre, PNG 1 en 2011, la PNG 2 en 2017. Les regards sont tournés désormais vers la formalisation de la PNG 3 qui va aussi durer 5 ans. Vers une éducation de qualité basée sur le numérique, la Guinée veut gagner le pari. Déjà, une plateforme dénommée Learning Passport est en expérimentation. Ce week-end à Kassa, le ministre Jean-Paul Sedi a procédé à la remise de 27 tablettes contenant des supports pédagogiques accessibles aux élèves. Abdulaziz Baldé. Au ministère de l'enseignement préuniversitaire, le digital est placé au cœur du repositionnement de l'éducation nationale. Aux îles de l'Os, précisément à Kassa, le numérique devient petit à petit un outil indispensable dans l'enseignement-apprentissage. Il faut savoir que pour nous, gouvernement, et notamment pour le Premier ministre et pour le Président de la République, le général Mamadi Doumbouya, l'outil numérique constitue le meilleur moyen de combler le gap sur les retards que nous enregistrons dans les apprentissages dans notre pays. Donc ça va continuer à se développer avec l'assistance de nos partenaires, mais un effort énorme va être mis sur ces outils numériques pour que de plus en plus les enfants puissent apprendre par eux-mêmes et que cet outil puisse toucher les coins les plus reculés de l'État. Cette innovation pédagogique est une initiative présidentielle avec pour objectif mettre l'école au cœur de la communauté à travers le numérique afin d'embarquer des contenus pédagogiques. Le programme est soutenu par l'UNICEF, mis en exécution par l'UNIRAP. Nous souhaiterions qu'on ait une tablette pour 2 élèves. Pour le moment, nous sommes à 3 ou 4 élèves par tablette, mais le combat continue avec l'appui des partenaires du gouvernement pour que nous ayons une tablette pour 2 élèves. Cette plateforme Learning Passport offre aussi des contenus spécifiques aux enseignants. Ici à Kassa, 27 tablettes sont mises à leur disposition pour leur permettre un renforcement des capacités dans leur pratique des classes. Une première chez les insulaires. Un grand sentiment de satisfaction dans la mesure où nous avons reçu aujourd'hui les tablettes de la main de Monsieur le ministre. Nous prenons les engagements auprès des autorités pour dire que ces outils que nous avons reçus aujourd'hui seront utilisés à bon escient dans l'intérêt exclusif des enfants, des enseignants et de tous les élèves de Kassa. Cette innovation porteuse d'espoir doit toucher rapidement plusieurs écoles à Conakry et celles de l'intérieur du pays. Rétro 2024 dans le volet économie, malgré un contexte caractérisé par une croissance modérée dans les grands pays et relativement faible dans la sous-région, l'économie guinéenne a poursuivi sa résilience et renforcé sa croissance. Cette performance est essentiellement tirée par le secteur minier. Des réformes importantes ont été réalisées, notamment la digitalisation de la gestion du trésor et des marchés publics. Il en est de même au plan de la mobilisation des financements internationaux, l'accès à la facilité de crédit rapide du Fonds monétaire international et à la reconstitution des ressources IDA de la Banque mondiale. Images et commentaires, Mamadi Gassama. Au titre de l'exercice 2024, les réformes opérées dans le cadre de l'édification d'une finance publique au service du développement ont permis à l'économie guinéenne d'être résiliente. Sur le plan international, plusieurs actions porteuses de changements majeurs sur la gouvernance économique et financière à travers le cadre juridico-institutionnel, les relations entre les partenaires au développement et le secteur privé, le cadre opérationnel et le capital humain ont été initiées. Au nombre de ces actions, le repositionnement de la Guinée auprès des institutions de financement
par le biais de la participation des délégations guinéennes de haut niveau aux assemblées annuelles du Fonds monétaire international et du groupe de la Banque mondiale, de la Banque islamique de développement et de la Banque africaine de développement. Malgré les chocs exogènes et endogènes, notamment l'incendie du principal dépôt pétrolier de Conakry, au plan national également, toute une batterie de mesures a été mise en place pour poser les jalons d'une économie dynamique et solide. Dans ce contexte, 4 outils d'analyse et d'aide à la prise de décision ont été développés. Ces outils offrent la possibilité de procéder de façon systématique à l'évaluation des effets et impacts des chocs positifs ou négatifs sur l'économie guinéenne. À cela s'ajoute la promotion du partenariat public-privé pour la mise en œuvre de certains projets stratégiques et l'amélioration de la capacité d'absorption des projets et programmes sur financement extérieur grâce à l'instauration des contrats de performance. Des revues globales des portefeuilles actifs, des projets et programmes financés par les différents bailleurs et les missions de supervision. Au titre de la qualification de la gestion des finances publiques, au ministère de l'économie et des finances, l'année 2024 a été marquée entre autres par la mobilisation des recettes publiques et des ressources de financement, le déploiement à l'intérieur du pays des activités de l'Agence du dépôt du Trésor, la digitalisation des services et des procédures à travers la mise en place d'un outil de reporting et de redevabilité appelé SI et son interfaçage avec Sidonia et T24. Le développement en cours de la solution Trésor Pay et l'outil e-procurement, toutes choses qui ont permis aujourd'hui de produire à temps des comptes de gestion des comptabilités publiques et la balance générale des comptes de l'État. Ces mesures de facilitation ont permis de renforcer la résilience économique de la Guinée et porter la croissance à un niveau plus élevé que prévu. Selon les dernières projections macroéconomiques, le PIB réel devrait croître de 6,1% en 2024 contre une prévision de 4,2%. Comme pour dire que malgré l'incendie du dépôt pétrolier, les perspectives s'annoncent plus belles. Sous l'effet des réformes, la croissance pourrait de nouveau atteindre les 2 chiffres grâce aux implications économiques et fiscales du projet et du programme Simandou 2040. Parallèlement, grâce à la bonne tenue du vaste programme d'amélioration du réseau routier, la tendance baissière de l'inflation devrait se poursuivre. À fin octobre 2024, elle se situe à moins de 5%, soit inférieure au seuil des critères de convergence du programme monétaire de la ZMAO. Enfin, célébrer cette année autour du thème « Renforcer la paix à travers la tolérance et l'unité culturelle pour un bon avenir », la 3e édition du Forum de la diversité culturelle a mobilisé du beau monde. Cet événement culturel fait aussi la promotion des acteurs du secteur. Sona Sagno. Renforcer la paix à travers la tolérance et l'unité culturelle pour un avenir meilleur est le thème choisi cette année pour la 3e édition du Forum international de la diversité culturelle. Une occasion pour la structure Culture Event Agency, en collaboration avec le ministère de la Culture, du Tourisme et de l'Artisanat, de mettre les valeurs et la diversité culturelle au profit de la nouvelle génération. Notre vision est grande. Faire de ce rassemblement une référence mondiale où chaque pays participe pour mettre en avant sa culture unique, son patrimoine, ses valeurs. Imaginez un monde où chaque année, des milliers de personnes se réunissent pour célébrer les arts, les traditions et les saveurs du monde entier. Et que la Guinée en soit le premier pays à réaliser ce rêve. Notre souhait est de voir cet événement être reconnu et organisé partout dans le monde entier, afin de rappeler que la diversité culturelle est un fondement même de l'unité. Durant 2 jours d'échange et de partage, cet événement qui reflète l'engagement profond envers la diversité culturelle a connu la présence de plusieurs invités et personnalités. La culture Baga était à l'honneur. L'éducation culturelle et artistique renforce la confiance en soi des élèves, leur créativité et leur intelligence émotionnelle. En cette journée mondiale de la diversité culturelle pour le dialogue et le développement, célébrons ensemble la polyphonie des cultures,
qui fait la richesse de nos sociétés. Des panels, des expositions, la gastronomie, les défilés et danses traditionnelles étaient au rendez-vous. Ils ont réussi à fédérer les énergies pour pouvoir donner à la Guinée cette représentation. Et je pense que c'est important. Ce forum, tribune professionnelle, est l'un des temps forts pour l'ensemble des filières de la culture et de promotion de la richesse, de la diversité culturelle dans notre pays. C'était tout pour les infos. À demain, Inch'Allah, pour d'autres actualités sur la Guinée, notre paradis, terre de richesse et d'innovation. Mais en attendant, restez toujours connectés sur le www.rtgguinée.info. À demain.